Bonjour et bienvenue à ce troisième cours sur la théorie des valeurs extrêmes. Alors pour aujourd'hui, on va parler en fait de normalité asymptotique et donc pour nos statistiques d'ordre dont on a vu la dernière fois la consistance, on va s'intéresser en fait à des convergences en loi. Et pour cela, je vais vous proposer dans ce début de cours de regarder un petit peu des rappels sur la convergence en loi. Alors, c'est au tout début du document. Je vais aller au tout début du document et je vais rappeler les choses suivantes. C'est que, essentiellement, si on a xn qui converge en loi vers x, donc c'est à cet endroit-là. Donc, je mets ici xn qui converge en loi vers x. On a un certain nombre de propriétés équivalentes. On a vu jusqu'à présent une propriété qui nous intéressait, c'est celle qui se traduit en termes de convergence des fonctions de répartition. Donc en tout point x pour lesquels la probabilité pour que grand X est égal à petit x est nulle, eh bien la convergence en loi de xn vers x est équivalente au fait qu'on ait donc pour tout x la convergence de la fonction de répartition de xn vers la fonction de répartition de x. L'autre condition qu'on va regarder aussi, qu'on va utiliser assez souvent, c'est la convergence des fonctions caractéristiques. La convergence en loi est équivalente en fait au fait que si jamais vous prenez un u quelconque et que vous regardez la limite lorsque n tend vers l'infini de l'espérance de eiu xn, eh bien ça tend vers l'espérance de eiu x. Donc ce sont des conditions nécessaires et suffisantes pour montrer la convergence en loi. Bien, revenons un petit peu maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire regarder tout ça par rapport aux statistiques d'ordre. Donc on va remonter là où on en était. Et essentiellement, on va travailler sur deux résultats. Ça concerne simplement pour aujourd'hui deux pages de votre polycopier. Les deux résultats sont la proposition 1,12 que je surligne ici, qui comprend deux volets, un petit i et un 2i. Le petit i est un résultat relativement difficile dans la démonstration, mais qui va avoir des conséquences importantes. Regardons simplement d'abord ce résultat. C'est quoi? On avait notre statistique d'ordre associée à Kn. On savait déjà que ça tendait vers xp. Eh bien, on a donc une différence là qui tend vers 0. Si on multiplie par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc on a une compétition entre racine de n qui tend vers plus l'infini et la différence qui est ici. Oula, excusez-moi. Et la différence qui est ici et qui tend vers 0, eh bien, cette compétition n'est gagnée ni par l'un ni par l'autre. Ça ne va pas aller tendre ni vers plus l'infini ni vers 0. En fait, ça va tendre en loi, vers une loi qui est une loi normale, centrée et dont la variance est p facteur de 1 moins p divisé par notre densité f, x, en xp, le tout au carré. Donc cette densité au carré. Ça, c'est le premier résultat qui est un petit peu difficile à établir. Puis, deux résultats importants. Le premier va s'exprimer en termes d'intervalle de confiance. Donc, on va pouvoir obtenir un intervalle de confiance pour xp. Donc, ça, c'est donné par le 2i. L'intervalle de confiance étant donné ici même. Et puis, cet intervalle de confiance, si on regarde, effectivement, les bornes de cet intervalle de confiance dépendent que de la statistique d'ordre. Donc, pour vous, l'observateur, vous disposez de x1 jusqu'à xn. Vous pouvez réordonner cet échantillon pour obtenir les statistiques d'ordre. Et du coup, vous avez à calculer en fait des bornes d'intervalle de confiance avec une statistique d'ordre entièrement explicite, un quantile associé à 1 moins alpha sur 2 pour la loi normale gaussienne standard. Donc je rappelle que un quantile, en fait, c'est tout simplement A alpha sur... Donc A alpha, mettons, quand on dit que c'est le quantile
associé à 1 moins alpha sur 2, c'est que c'est simplement la fonction de répartition inverse appliquée à 1 moins alpha sur 2. Donc, je l'efface parce qu'on ne voit pas très bien là. Donc, A alpha et f moins 1 de 1 moins alpha sur 2. C'est ce qu'on appelle la fonction quantile. C'est la fonction inverse généralisée de la fonction de répartition. Eh bien, pour la loi normale, comme la loi normale centrée réduite est parfaitement connue, on connaît ces quantiles, donc A alpha est parfaitement connu. Et simplement, on a quelque chose là qui est la fonction, la densité de notre variable grand X qu'on met au carré, et ça, c'est pas toujours connu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une deuxième proposition, et ça va être la deuxième proposition qu'on va voir aujourd'hui, c'est que finalement, on peut obtenir aussi un intervalle de confiance, toujours de même niveau asymptotique, et avec cette fois-ci, pour le borne de l'intervalle de confiance, que des choses connues. Votre intervalle de confiance dans la proposition 1,13, c'est en fait tout simplement une statistique d'ordre en des indices qui sont, si on regarde bien, parfaitement connus. N, c'est l'échantillon, le nombre donc d'observations que vous avez. P, c'est quelque chose qu'on s'est fixé au départ. On veut le quantile approcher le quantile associé à P. Donc on veut chercher P. Donc on veut chercher XP qui est F moins 1 de P. Et pour ça, on va utiliser en fait les statistiques d'ordre associées à des indices qui sont parfaitement explicites. Donc voilà, j'ai présenté les deux résultats. Il faut connaître ces deux résultats. Et maintenant, une fois qu'on a bien compris l'essence de ces deux résultats, on va passer à des choses qui sont un peu du bonus, qui sont de comprendre d'où ces résultats viennent. En fait, ce n'est pas que du bonus parce que les principes de preuve se basent essentiellement sur le lemme de Slutsky, qui va être extrêmement utile dans la pratique en termes d'exercice. Donc vous allez avoir souvent à manipuler ce genre de lemme. Bon, alors revenons un petit peu à l'énoncé. On a donc un P qui est compris entre 0 et 1. Cette fois-ci strictement entre 0 et 1, c'est-à-dire que les bornes ne sont pas admises, ne sont pas incluses. On a grand X qui a une densité qu'on a notée f de x et qui est continue donc en xp. Donc je vais un petit peu effacer parce qu'on voit plus très bien ce qui se passe. Hop. Bon, c'est pas grave. Donc on suppose que ce qui nous intéresse c'est xp, donc c'est la solution de cette équation-là, f de xp est égal à... Donc excusez-moi, on revient ici. Donc f de xp est égal à p. Donc autrement dit, xp, si vous voulez, ce qui va nous intéresser, c'est x de p qui est f moins 1 de p. Eh bien, pour xp, qui est donc défini comme ça, on a cette convergence en loi que je vous ai présentée tout à l'heure. Et maintenant, on va regarder un petit peu les hypothèses. L'hypothèse, c'est que d'une part, la densité prise en xp est strictement positive. Donc ça, c'est bien parce que ce dénominateur ici ne va pas être égal à 0. Et la deuxième chose, c'est notre statistique d'ordre. Il est en Kn. Qu'est-ce qu'on avait vu lors de la consistance? On avait vu que Kn sur n devait tendre vers P. Donc c'était du P plus un petit taux de 1. Ici, en fait, c'est un P plus un petit taux de 1 sur racine de n. Donc on a besoin d'une vitesse un peu plus précise, puisque cette équation-là est exactement équivalente à dire que Kn divisé par n est bien égal à du P plus petit taux de, donc racine de n divisé par n, c'est-à-dire petit taux de 1 sur racine de n. Ok? Bien.
voilà les deux hypothèses essentielles, et là on a la convergence en loi. Maintenant, regardons. Donc on ne va pas tout regarder en détail la preuve, on va regarder simplement un certain nombre de principes qui vont nous intéresser. Premier principe, c'est statistique d'ordre. Comme c'est difficile un petit peu à étudier, on a une relation avec autre chose. Donc c'est quoi la statistique d'ordre? C'est le km, ici c'est le knième terme, quand on a rangé nos observations par ordre croissant. Et dire que le knième terme est inférieur ou égal à petit x, c'est exactement équivalent à ce que notre Sn, qui est défini ici, qui est la somme des indicatrices de xi inférieur ou égal à x, ça compte en fait le nombre de xi qui sont de valeurs plus petites que x. Et bien si le nombre de xi de valeurs plus petites que x, il est au-delà de kn, c'est exactement équivalent à ce que notre statistique d'ordre soit inférieur ou égal à x. Bon, ça se sent bien, hein. Ça veut dire que si, imaginez, vous les avez rangés par ordre croissant et le knième est inférieur ou égal à petit x. Donc ça veut dire que si on comptait, c'est équivalent à dire que si on comptait le nombre d'éléments qui sont inférieurs ou égal à petit x, ben, il y en a au moins kn. Voilà, donc c'est ça dont il faut se convaincre. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Sn, justement, c'est une somme de variables aléatoires qui sont en fait des Bernoulli. Pourquoi des Bernoulli? Parce que on a pris des xi qui étaient des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Donc l'indicatrice ici sont des variables aléatoires qui sont à valeur 0 ou 1. Et en plus, elles sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc on a des Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées. Ça va nous donner, on peut utiliser toute notre technologie, à savoir loi des grands nombres et théorème central limite, puisque ici nos variables sont nettement intégrables, elles sont à valeur dans 0, 1. Donc l'espérance est finie, l'espérance du carré est finie, on a plein de choses sympathiques. Donc reprenons notre quantité, notre statistique d'ordre. On a dit qu'on a recentré et qu'on a multiplié par la vitesse racine de n, et on espère obtenir une convergence en loi de ça. Donc on regarde ici une quantité qui est la fonction génératrice. Cette fonction génératrice, maintenant on a dit qu'on avait une correspondance entre statistique d'ordre et notre Sn qui est là, donc on reporte cette dépendance ici à gauche, donc on peut dire que ça c'est équivalent à x kn n inférieur ou égal à une certaine quantité déterministe qui est yn. Yn étant défini ici. D'accord? Donc à gauche, on a une écriture, une probabilité de cet événement-là. Cet événement-là, ben, c'est comme si ici on avait remplacé x par un certain y. Donc on voit un yn plutôt. Donc on voit Sn de yn plus grand que Kn. Donc ça, c'est simplement très simple à écrire. Et maintenant, on essaye de le rendre sous une forme où on peut espérer voir apparaître des convergences en loi. Et là, pour le coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On a une somme Sn qui est une somme de 1 jusqu'à n de l'indicatrice de xi est inférieur ou égal à petit x. Donc ça, c'est Sn de x. Ici, c'est Sn de yn. Il faut diviser par n pour avoir une moyenne, recentrer par rapport à quelque chose qui, finalement, j'ai mis Pn est égal à fx de yn, mais ça peut s'écrire aussi autrement, hein, fx de yn. C'est simplement la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à yn. D'accord? Donc on est vraiment avec ceci là. C'est comme si on avait ici pris l'espérance de cette quantité-là et on a remplacé petit x par yn. Donc on a pris la moyenne des Sn, donc on a fait 1 sur n Sn, on a recentré par rapport à l'espérance, on a multiplié par racine de n, donc on va essayer de faire apparaître quelque chose qui ressemble à une théorème centrale limite. Et puisque vous avez fait toute cette opération sur le membre de gauche, il va falloir faire la même opération sur le membre de droite. Donc on a Kn ici, comme tout à l'heure on avait Sn. On a Kn, bah, il faut diviser par n, retirer Pn et multiplier par racine de n. Donc à gauche, c'est une variable aléatoire, Vn, aléatoire puisque dans Sn vous avez des variables aléatoires qui sont les xi.
Et puis à droite, vous n'avez pas une variable aléatoire, ou en tout cas une valeur aléatoire particulière, c'est simplement une variable aléatoire déterministe. C'est ce qu'on appelle Zn, qui est déterministe. Et là, on veut regarder la convergence de ça lorsque n tend vers l'infini. Donc on a probabilité pour que Vn soit supérieur ou égal à Zn. Donc ça, c'est pas si évident, parce que tout le monde bouge. Et en fait, on va montrer la chose suivante, on va montrer quelque chose pour le couple Vn-Zn. Et pour ça, on va utiliser le lemme de Slutsky. Donc je vais rappeler un petit peu ce que c'est que ce lemme de Slutsky. Allons-y. Revenons donc au début du polycopier. Le lemme de Slutsky est le suivant. Imaginez que vous avez xn qui converge en proba vers une constante, yn qui converge en loi vers y. Alors, donc il y a un petit résultat intermédiaire ici, mais qui ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est le résultat qui est là, qui est de dire que donc c'est xn convergent probable vers une constante et yn convergent loi vers y. Alors pour toute fonction continue, xn, yn converge en loi vers la même fonction en c et y. Donc simplement pour essayer de faire la correspondance un peu plus clairement par rapport à ce qu'on va voir, on va établir la chose suivante. Donc on est avec un certain Vn, dont on va montrer la convergence vers un certain V. On est avec un certain Zn, qui est une suite, qui converge simplement vers une limite que j'appelle ici Z infini, qui est une constante. Parce qu'on a une petite correspondance, on a dit que en fait les Zn étaient une suite qui tendait vers une certaine limite, et que ce n'était même pas des variables aléatoires. Mais en particulier, une suite de réels est aussi une suite de variables aléatoires. C'est simplement que ces variables aléatoires sont presque sûrement constantes. Donc, par le lemme de Slutsky, je peux en déduire, en fait, la convergence en loi de n'importe quelle fonction continue de Vn, Zn, vers f de V et la limite de la suite. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre, mettons, Vn moins Zn. Donc ça va converger en loi vers V moins Z infini. Et donc, si je regarde la probabilité pour que Vn moins Zn est positif, ça va converger vers la probabilité pour que V moins Z infini est positif, c'est-à-dire V supérieur à Z infini. Et ça, c'est aussi probabilité pour que Vn soit supérieur à Zn. Et tout ça à condition que, effectivement, 0 ne charge pas la loi limite qui est V moins Z infini. Mais bon, ça, il n'y aura pas de souci parce que V, ça va suivre une loi qui est normale. Donc la probabilité pour que la loi normale vaille une constante particulière est toujours nulle. Bon, tout ça pour dire que si on voulait terminer la preuve, on voulait effectivement obtenir quoi? Obtenir une convergence en loi de quoi? Donc je reviens à là où nous en étions. Hop, je me retrouve ici. On avait dit que tout simplement, on avait notre fonction de répartition donc en petit x. Ça s'écrit finalement comme cette quantité-là. Reprenons. Alors, on utilise la modification comme cette quantité qui est ici. Cette quantité qui est ici, c'est le lemme de Slutsky qui va nous permettre de montrer la limite de ça. Donc,
dans ce qui suit la preuve, donc vous pouvez la faire, hein, peut-être que je la ferai un petit peu en direct avec vous. Dans ce qui suit la preuve, on a deux choses à vérifier pour appliquer notre lemme de Slutsky, que Zn converge vers une limite. Donc ça, c'est la première chose qui est vérifiée en fait à ce niveau-là. Et la deuxième chose qui est que Vn converge en loi vers une loi normale n0p facteur de 1 moins p. Pour ça, on avait vu que la convergence en loi, on pouvait soit utiliser, pour prouver ça, la fonction de répartition, mais on peut aussi utiliser la fonction caractéristique. La fonction de répartition est plutôt adaptée d'une façon générale au maximum ou au minimum, parce que l'événement, c'est quelque chose qui est inférieur ou égal à petit x, et donc effectivement, le maximum et le minimum, ça s'exprime très simplement. La fonction de répartition, on va dire que... la fonction caractéristique, on va dire que c'est plutôt adapté quand il y a des sommes. Pourquoi? Parce que la fonction caractéristique, il y a l'exponentielle de IU. Donc on a une exponentielle de quelque chose qui est Vn, et si Vn s'exprime sous forme d'une somme, ça devient exponentielle d'une somme, donc un produit d'exponentielle. Et puis le produit, quand on prend l'espérance, pourvu que vous ayez des propriétés d'indépendance, ça s'exprime bien. Donc ici, Vn, par la définition même de Vn, qui est rappelée ici, par la définition de Vn, vous avez quelque chose qui est plutôt une somme du fait de Sn. Donc Sn est une somme, Vn est une somme. On va plutôt prendre non pas la fonction génératrice, mais la fonction caractéristique qui est ici. Donc on exprime cette somme qui est là, et comme je vous le disais, l'exponentielle de la somme, ça devient un produit d'exponentielle, puis on utilise l'indépendance, et puis finalement on a simplement un produit de quantités qui sont toutes les mêmes, donc on met du coup à la puissance n. Et c'est quoi que cette quantité-là? C'est l'espérance de quelque chose qui est aléatoire par une indicatrice. Donc c'est très simple, c'est aléatoire certes, mais il n'y a que deux valeurs possibles puisqu'il y a une indicatrice. Donc la valeur possible, la première valeur possible c'est 1. Quand est-ce que l'indicatrice vaut 1? C'est lorsque x1 est inférieur à Vn. Donc avec les notations de l'énoncé, c'est ce qui fait apparaître ici une probabilité Pn. Et lorsque notre variable vaut 0, eh bien c'est avec une probabilité 1 moins Pn. Et là, c'est la valeur de notre fonction lorsque ça vaut 1 et la valeur de notre fonction lorsque ça vaut 0. Donc tout est explicitable. Et bon, sans entrer dans les détails, une fois qu'on a fait ça, on peut faire une formule de Taylor. Et dans notre formule de Taylor, ça nous donne quelque chose qui est à la puissance n, mais qui est sous cette forme-là. Donc je l'écris ici. Et pour avoir la limite de ça, on va dire que ça s'écrit grosso modo 1 moins c sur n à la puissance n. Donc ça va être très simple. Je vais faire ce petit calcul avec vous. Donc on est ici, je rajoute le petit là. On a dit quelle est la limite de 1 moins c sur n à la puissance n. L'astuce, c'est de prendre l'exponentielle n fois log de 1 moins c sur n. Et cette fois-ci, on fait un développement du log en disant que c'est moins c sur n plus un petit taux de 1 sur n. Donc vous avez log de 1 plus u, son équivalent lorsque u est proche de 0, c'est simplement u. Donc du coup, ça s'écrit exponentielle de moins c plus un petit taux de 1. Donc ça converge vers exponentielle de moins c. Bon, je fais ce petit calcul ensemble parce que c'est un petit calcul qui va revenir assez souvent pour nos histoires de maximum. Enfin, dans le cadre de ce cours, donc. Donc, on a gagné, on a la convergence de Vn en loi vers V, on a la convergence de Zn, qui est une suite simplement de réels, vers une limite infinie qui est identifiée. Et du coup, en appliquant le lemme de Slutsky, la probabilité pour que Vn moins Zn est positif, ça tend vers la probabilité pour que V moins la limite des Zn, qui est ça,
est positif. Donc ça s'écrit aussi comme ça. Et cette fois-ci, je l'écris autrement, en essayant d'isoler le petit x. Pourquoi je l'écris autrement? Parce que ici, en fait, c'est la probabilité d'une certaine variable aléatoire inférieure ou égale à petit x. Donc c'est la fonction génératrice de cette variable aléatoire. Et ici, je fais apparaître en fait une fonction génératrice. Donc je veux faire apparaître la probabilité pour qu'une autre variable aléatoire soit inférieure ou égale à petit x. D'accord? Donc on a la convergence des fonctions génératrices. Ben, ça veut dire tout simplement que, donc là il y a une petite erreur, il faut enlever ça, que racine de n, xknn moins xp converge en loi vers la loi de ça. Comme v c'est une loi normale, et on a divisé par une constante, donc c'est simplement une loi normale. Et on a la constante qui apparaît au carré en termes de variance. Et c'est donc la loi qu'on désirait avoir. Voilà, on a bien établi la première preuve. Donc je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses. Il y a des choses un petit peu techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est l'utilisation du lemme de Slutsky et qui nous permet de partir de convergence en loi et d'obtenir d'autres convergences en loi. Il faut retenir aussi les techniques de preuve où très souvent dans ce cours on utilise la convergence des fonctions génératrices, mais aussi de temps en temps on pourra utiliser la convergence des fonctions de répartition. C'est le contraire. C'est-à-dire dans ce cours on utilise plutôt souvent la convergence des fonctions de répartition. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt les fonctions caractéristiques. Aujourd'hui, on a vu en fait une convergence en loi avec des convergences de fonctions caractéristiques, alors que dans tout le reste de ce cours, c'est souvent des convergences en termes de fonctions de répartition. Bien, continuons. La preuve, l'autre preuve est toute simple. C'est quoi? C'est partir d'une convergence en loi qu'on avait obtenue. Donc je rappelle simplement la convergence en loi qu'on a obtenue. On a obtenu la chose suivante, hein, on a montré dans le petit i, on a montré que racine de n, xkn, n, moins xp, converge en loi vers une n0, et on va dire, si je me rappelle bien, c'est p facteur de 1 moins p divisé par f de xp au carré. Bon, pour ramener à une convergence vers une loi qui est parfaitement définie, je vais multiplier par xp divisé par racine de p facteur de 1 moins p. De cette façon, en fait, j'obtiens quelque chose qui va converger vers une loi n01. Une parenthèse en trop. Et on a ici la convergence vers une loi n01. Normalement, ça serait bon, on pourrait faire un intervalle de confiance. Mais ce serait un intervalle de confiance pourquoi? Pour xp. Or, xp intervient ici aussi. Donc ça pas très bon. On va essayer de remplacer le deuxième xp. Comment on va essayer de remplacer le deuxième xp? De nouveau, ça va être Slutsky qui va nous le dire. Pourquoi? Parce qu'on sait la chose suivante. On sait que xkn, notre statistique d'ordre, converge vers xp. Donc ça, c'était dans le dernier cours. Comme f est continu en xp, ça veut dire que f de xkn n converge vers f de xp. Et du coup, ce que je voudrais avoir, c'est simplement ça. Cette convergence-là où on est parvenu à remplacer xp par xknn. Et je vais dire que c'est un lemme de Slutsky. Pourquoi? Parce que la quantité donc qui nous intéresse, dont on veut obtenir la convergence en loi, c'est ça, c'est celle-là. Et je vais dire que ça, c'est tout simplement quoi? Ça s'écrit, mettons que ça, j'appelle ça Zn. Ça s'écrit exactement Zn. Mais Zn, comme il fait intervenir f de xp, et que la quantité qui nous intéresse n'est pas f de xp, c'est autre chose. Donc, pour compenser, je dois faire quoi? Je dois diviser ici par f de xp,
et multiplié ici par f de x kn n. Donc on a ça, c'est par le, mettons, appelons ça petit 1, par le petit 1, ça converge en loi vers une n01. Ça, je vais appeler ça, mettons, un. Et un, cette fois-ci, je vais dire que le premier, c'est par petit 1. Et ici, un tend vers une constante qui est finalement 1, puisque xknn tend vers xp. Donc ça, c'est par le petit 2. Et si vous avez donc Zn qui tend en loi vers n01 et un qui tend, parce que là on avait une convergence presque sûre, hein, donc AS en anglais almost surely et en français c'est presque sûr, et la convergence presque sûre impliquant la convergence en proba. Donc on a la convergence en proba de un vers 1, on a la convergence en loi ici, et donc par Slutsky, on va avoir la convergence de f de Zn un, et qu'est-ce qu'on va prendre pour f de Zn un? Une fonction qui n'est pas bornée, mais qui est continue, et c'est la seule hypothèse qui nous intéresse, c'est que notre fonction soit continue, on n'a pas besoin qu'elle soit bornée, qui est Zn multiplié par un. Et donc ça va converger en loi vers z fois 1, où z suit une loi n01. Et f de Zn un, c'est tout simplement ça. Donc on a bien la convergence de ça vers une loi n01. C'est exactement ce qui est écrit ici. Ce qui était donc écrit ici et qui nous intéresse, et qu'on transforme par des opérations classiques en intervalle de confiance, comme il est dit dans l'énoncé. Donc on est content, on a l'intervalle de confiance, mais comme je disais, le seul souci, c'est qu'on a ce f, ce fx. Donc c'est une fonction qui est une densité, et souvent on ne connaît pas bien la densité, on a simplement nos observations. Donc l'idée un petit peu de la proposition 1.13, qui est la dernière proposition du cours d'aujourd'hui, est d'essayer d'avoir des quantités réellement explicites, de se débarrasser de ce fx, de nouveau. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder cette quantité-là, qui est l'intervalle de confiance qu'on cherche à obtenir, avec des indices qui sont donnés dans l'énoncé par les deux expressions suivantes. Comme d'habitude, on se retrouve avec des statistiques d'ordre qu'on traduit en termes de somme d'indicatrices de xi. Donc cette fois-ci, les statistiques d'ordre ont disparu. On a pris i qui est allé de 1 jusqu'à n, et on a du coup une somme de variables aléatoires qui sont indépendantes et identiquement distribuées. On réécrit tout en fonction de quelque chose qui est aussi une quantité qu'on avait vue. Hein, c'est quelque chose où on a pris du Sn sur n, on a recentré, on a multiplié par une vitesse qui est racine de n. Et ici, pour éviter que ça converge vers des choses un petit peu trop bizarres, on a divisé aussi par p facteur de 1 moins p, dont on a pris la racine. Donc là, c'est notre variable Zn. Et puis, on a une écriture de la quantité qui nous intéresse. Zn doit être comprise donc entre deux quantités déterministes, mais qui dépendent de n malheureusement. Et on a deux écritures avec des bornes qui ne dépendent plus de n, pourvu que n dépasse un certain seuil. Et on a, pour le coup, sachant que Zn, on peut prouver que Zn converge en loi vers une quantité qui est bien définie. Hein. Ça, c'est simplement par le théorème de limite centrale. C'est un peu plus simple que la démonstration précédente parce que c'est du Sn
de x, si vous voulez, on a un xp qui est complètement fixe. Donc du coup, on peut appliquer directement le terme de limite centrale. Zn, ça converge en loi vers quelque chose qui est du n01, normalement. Et donc, on peut donner donc l'expression asymptotique de ces deux bornes. Et maintenant, comme ces deux bornes dépendent de n0, au moment où on fait tendre n0 vers l'infini, les deux bornes vont en fait se recaler vers la même quantité. Et donc, on va avoir la convergence de cette quantité-là par un théorème des gendarmes, un théorème de comparaison, vers quelque chose qui est parfaitement connu. Et du coup, ça va nous donner la probabilité pour qu'une gaussienne centrée réduite, une variable aléatoire gaussienne centrée réduite, soit comprise entre moins A alpha et A alpha ayant été bien choisi pour que cette probabilité-là vaille 1 moins alpha. Et donc ça permet en fait effectivement de construire un intervalle de confiance pour la valeur de xp, où les bornes de cet intervalle de confiance sont des bornes donc aléatoires, mais qui peuvent être écrites explicitement en fonction d'un échantillon de x1 jusqu'à xn. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. À très vite pour le 4e cours. À bientôt.